Nous sommes bien le samedi 19 mars à l'aube du printemps. Et il fait beau à Vancouver, c'est rare en ce moment. Alors, voici une illustration, une photo de Catherine Meurice, une autrice de bande dessinée française qui est née en 1981 et qui est toujours vivante puisqu'elle fait partie des survivantes de l'attentat, l'attentat terroriste au magazine de presse satirique français Charlie Hebdo. Donc, c'est une photo issue du site de France Culture. Si vous connaissez cette source radiophonique, il y a beaucoup d'entretiens de Catherine Meurice qui parlent de la légèreté, qui parlent de la bande dessinée en général, qui parlent aussi de Charlie Hebdo. Donc, il y a beaucoup de matériel disponible sur elle en ligne, sur France Culture ou sur d'autres sources. Je vous montrerai un extrait d'une source pour grand public de la télévision française publique un peu plus tard dans la présentation. Et il y aura bien sûr un moment pour des questions, soit à la fin, soit si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez surtout pas à lever la main et à m'interrompre. Enfin, je veux dire, je m'interromprai. Donc, je vous ai mis une citation ici, issue de France Culture. La photo est du site Europe Comics, qui est, je vais vous le montrer aussi, c'est la maison d'édition qui a traduit en anglais les bandes dessinées de Catherine Meurice. Donc, je cite France Culture, dessinatrice de presse, illustratrice pour la jeunesse, Catherine Meurice est l'auteure d'une dizaine de bandes dessinées élégantes, érudites et drôles, où elle se met souvent en scène pour dialoguer en tant que dessinatrice avec les autres arts, la peinture, la littérature et la musique. Donc, on va avoir toute une partie de la présentation sur ce dialogue avec les arts qu'elle fait dans la légèreté et dans ses autres bandes dessinées aussi. Catherine Meurice, avant la bande dessinée, a fait des études de lettres modernes. Donc, ce n'est pas seulement une dessinatrice. Parfois, vous avez une équipe à la tête d'une bande dessinée, la personne qui écrit le scénario et la personne qui l'illustre par le dessin ou la couleur. Et Catherine Meurice est aussi experte des mots, donc elle fait tout. Donc, elle est la seule à signer la bande dessinée, à part pour sa dernière bande dessinée qui s'intitule « La jeune femme et la mère ». Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà. Très beau. Vous voyez déjà le travail de couleur. Et là, elle a fait appel elle est déjà très forte en couleur pour coloriser ses textes, mais elle a fait appel à une coloriste qui s'appelle Isabelle Merlet habituellement. Et donc, pour la légèreté, elle a tout fait toute seule. Voilà. Donc, une dizaine de bandes dessinées qui ont toutes eu beaucoup de succès, en fait, élégantes parce que le dessin est toujours très beau, très travaillé, soit très simple, soit, je vais vous montrer la version numérique de la bande dessinée quand on va parler du texte, parce que là, ça ne marche pas très bien avec le flou qui est derrière. OK. Donc, érudite parce qu'elle est très savante, très cultivée. Et puisqu'elle faisait partie de Charlie Hebdo, qui est un magazine de presse hebdomadaire, donc qui sortait toutes les semaines, qui sort d'ailleurs toujours toutes les semaines, Charlie Hebdo, le magazine de presse, a aussi survécu à l'attentat, malgré le massacre de 8 de ses dessinateurs et d'autres et de personnes qui avaient d'autres postes comme le proofreader, le relecteur par exemple, dont elle parle dans la bande dessinée qui s'appelle Mustapha. Voilà. Et drôle parce que si on vient de l'équipe Charlie Hebdo, si on a été prise comme autrice dans l'équipe de Charlie Hebdo, c'est qu'on a un humour très particulier.
Et j'apprécie beaucoup. J'apprécie pas toujours tout l'humour des collaborateurs de Charlie Hebdo, même si ce magazine de presse est très important pour moi et très important pour la culture française. Ce trait d'humour satirique à la française, mais j'aime beaucoup le trait d'humour de Catherine Meurice dans tout ce que je lis d'elle. Je trouve que c'est très poétique, effectivement très élégant, érudit et très drôle. J'aime beaucoup son humour. Alors, on va aussi parler de l'humour aujourd'hui, de l'humour qui sort de ces scènes de traumatisme. On va parler de traumatisme post-attentat terroriste. Mais on va parler aussi de comment on se reconstruit après un tel événement, notamment grâce à l'art qui sublime la réalité, par les mots et par le dessin, pour Catherine Meurice. Donc voici un extrait du site de Europe Comics où vous voyez les titres traduits en anglais et vous voyez ici celui dont on parle aujourd'hui, Lightness. Donc Catherine Meurice était la grande dame de la bande dessinée en 2020, c'était son année. Elle a été donc élue pour l'année de la bande dessinée au Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême, c'est le grand festival annuel de la bande dessinée en France. Il y en a un, c'est celui-là. Il y a eu cette année-là une exposition qui s'intitulait Catherine Meurice, Chemin de traverse, et qui célébrait les 15 ans de sa carrière en tant qu'autrice de bande dessinée. En 2020, donc cette même année, ont été exposés les dessins originaux de plusieurs de ses titres, dont vous voyez celui de la légèreté à la Villa Médicis à Rome, la Villa Medici, qui occupe une partie de la légèreté également. Donc, quand elle est dans la période de reconstruction, elle part à la Villa Medici se retrouver au milieu de l'art et dans un autre environnement que le Paris où l'attentat a eu lieu, donc à Rome. Et elle a exposé aussi certains de ses dessins au Japon et certains de ses dessins qui annonçaient le volume dont je vous ai parlé, son dernier, qui s'intitule La jeune femme et la mère en 2021. Elle a organisé elle-même une exposition à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'Institut de France, où elle est la première autrice de bande dessinée membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a une certaine hiérarchie dans la classification des arts. La bande dessinée n'est pas du tout au rang numéro 1. La bande dessinée est au rang numéro 9. On l'appelle le 9e art. Et donc, qu'il y ait une autrice de bande, une femme déjà, et une autrice de bande dessinée qui siège à l'Académie des Beaux-Arts, c'est un exploit en France. Et par contre, ce qui est assez ironique, vous le voyez peut-être ici, c'est qu'on l'a mis dans la section peinture. Donc, il n'y a pas de section bande dessinée, mais elle est là pour représenter la bande dessinée, l'illustration, la peinture, le dessin. Voilà. Et en 2020, si vous avez entendu parler du centre Georges Pompidou à Paris, avec sa BPI, sa bibliothèque publique d'information, qui est ouverte à tous, qui a un catalogue absolument incroyable que l'on peut consulter sur place dans beaucoup de domaines. Et c'est aussi, bien sûr, un musée d'art contemporain à Paris, en plein centre de Paris. Et il y a eu, toujours dans l'année 2020, une exposition au centre Georges Pompidou, intitulée Catherine Meurice, une année en dessin, qui faisait donc l'apogée de cette année 2020 de Catherine Meurice. Alors, on est en 2022. Le choix de vous parler aujourd'hui de la légèreté, c'était surtout le choix de vous parler d'un titre de bande dessinée pour varier un petit peu les genres littéraires dont on parle dans les clubs de lecture. Et c'est cette autrice qui est mon coup de cœur en ce moment, donc j'ai voulu parler d'elle. Et le fait que j'avais donné le choix entre 3 titres,
et le fait que la légèreté était disponible sur la plateforme numérique CultureTech à laquelle vous avez accès gratuitement a décidé du choix de la légèreté. Donc, comme je vous ai dit, la bande dessinée, c'est le 9e art dans la hiérarchie des arts. Ce n'est pas le dernier, il y en a 10. Le 10e est consacré aux jeux vidéo et aux multimédia. Et tous les autres arts sont au-dessus. Le cinéma, c'est le 7e art. La peinture est en premier, etc. Ce qu'il faut savoir de la bande dessinée, c'est que c'est un art illustré. Il y a les textes, il y a les mots, donc, il y a le graphisme, okay, il y a le dessin, il y a la colorisation. Donc, il y a plusieurs étapes à la fabrication d'un texte de bande dessinée. C'est un texte écrit, mais c'est avant tout un texte visuel. Donc, c'est très important. Et donc, merci à CultureTech d'avoir intégré cette bande dessinée à leur plateforme et à l'Alliance française de vous en donner l'accès, puisque c'était très important de pouvoir vous montrer ce texte, puisqu'il est visuel. Donc, la bande dessinée, c'est aussi une forme d'écriture qui défie le linéaire, l'écriture linéaire, de gauche à droite et verticale. Okay, du haut de la page au bas de la page. C'est une lecture que l'on appelle tabulaire. Alors, je ne suis pas experte en bande dessinée ou en roman graphique, mais je suis experte de la lecture tabulaire, de ces textes qui ne se présentent pas de manière linéaire. Et donc ici, on a un texte pour parler des termes critiques de la bande dessinée. On a un texte qui s'organise en planches, en vignettes, en bulles, en dessins et en mots. Je vais vous expliquer de suite ces termes. Donc, pour montrer comment l'art de la bande dessinée, ou BD, comme on l'appelle, montrer ce que le visuel apporte aux mots en plus d'un texte littéraire. Donc, on a les planches. La planche, c'est une page. On appelle ça une planche en bande dessinée. Le terme vient du fait que les dessinateurs de bande dessinée utilisent des pages très épaisses pour leurs dessins. Donc, on les appelle des planches. Une planche est habituellement un morceau de bois fin, so wood, d'accord? Donc, ils ne dessinent pas sur du bois, mais sur un papier très épais. Donc, on appelle ça une planche, une page. Il y a les vignettes qui sont les cases, chaque case, d'accord? Et il y a habituellement, traditionnellement, un contour et donc un cadre, si vous voulez, qui s'appelle cadrage dans le terme de la bande dessinée. Oui, justement, il y a une question de Corinne, donc à voir peut-être après la présentation du cadrage, mais est-ce qu'il y a une influence du Japon, woodblock prints? Sur le terme lui-même, c'est une bonne question parce que le Japon vous savez, c'est le pays du manga, donc c'est un des pays qui domine le monde de la bande dessinée. Il y a très certainement un lien entre les deux. Je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais que la planche fait référence à un papier de dessin très épais. Et donc, je vous ai donné le lien avec le bois, puisque c'est habituellement comme ça que l'on appelle, c'est le mot de vocabulaire planche, et relié habituellement au bois. C'est très certainement relié à la manière de faire au Japon. Donc, du coup, je vais vous montrer la bande dessinée qui parle du Japon, La jeune femme et la mère, pour vous montrer cette idée de cadrage. Donc, vous voyez le cadre entre chaque vignette. Donc, voilà une planche, voilà une vignette, d'accord? On voit que c'est cadré. Donc, c'est assez traditionnel. Ce sont des cadres carrés ou rectangulaires, d'accord, qui se suivent les uns les autres. Donc, c'est assez linéaire pour celle-ci. Et c'est en fait très différent dans la légèreté, puisque c'est un texte post-traumatique. Et en fait, on le voit. Alors, ici c'est assez cadré. Mais par exemple, regardez cette page. On voit qu'il y a plusieurs vignettes, mais elles n'ont pas de cadrage.
Et c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve partout dans le texte. Là, il y en a deux en haut, mais à côté, il n'y en a presque plus. Donc, on les devine, mais elles ne sont pas dessinées. D'accord? Donc, c'est un principe de cadrage sans marquer le contour. Et ça, évidemment, ça fait un lien avec l'esprit très perturbé de l'autrice du post-trauma. Dans la légèreté, on a beaucoup d'alternance stylistique, donc plusieurs médiums, okay, les mots, le dessin, la couleur, mais aussi plusieurs styles que l'on retrouve dans cette bande dessinée, avec beaucoup de narration, donc ce qu'on appelle les cartouches en termes, alors je vais vous en trouver un, voilà, par exemple ici, c'est comme si la narratrice avait écrit son texte directement. Hein, c'est ce qu'on appelle une cartouche. Donc, vous voyez que ce n'est pas dans une vignette. Il n'y a pas de dessin. Hein, c'est seulement le texte. Dans les vignettes, il y a des bulles qui n'ont pas de contour non plus. Traditionnellement, elles ont des contours, mais là, elles n'en ont pas. Attendez, ici, il y en a, pardon. Voilà, ici, il y a des contours. Et donc, les vignettes marquent le dialogue dans la bande dessinée, lorsque les personnages sur la vignette dialoguent entre eux. Okay? Donc, on a l'introspection, ce qu'on appelle la cartouche, les dialogues dans les bulles, et également, on a très souvent, parce que le personnage principal, pour se reconstruire après le traumatisme, on laisse beaucoup de place aux rêves dans le texte. Donc, je vais vous en montrer un. Et c'est un type de bulle différent qu'on appelle nuage. Voilà, ici. Okay. Donc, au lieu d'un trait, on voit trois cercles, d'accord, comme des petites bulles, et c'est relié. Alors, ils ne sont toujours pas cadrés, okay, c'est flou. Et là, c'est la place aux rêves. D'accord? Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle un nuage. Donc, lorsqu'il y a un texte qui n'est pas écrit directement par la narratrice, qui n'est pas dans les cartouches, qui ne représente pas un dialogue dans les bulles, mais qui est rêvé, on appelle ça des nuages. Il y en a assez souvent dans le texte. Et on va voir un petit peu plus loin. Enfin, je vais vous montrer maintenant plutôt le texte. Donc, je vais aller aux pages 18 à 20 pour vous montrer tout de suite ce que la couleur apporte au dessin et aux mots. Donc, je vais changer mon écran de partage avec la plateforme Culture Tech. Voilà. Alors, je vais repartager. OK. Je vais aller à la page 18. OK, j'y suis presque. Voilà. Alors, ici, on voit un texte qui est deux planches de bande dessinée, de la bande dessinée, sans texte. D'accord? On voit un espace vide, épuré, minimaliste, avec une couleur également très épurée. Mais la couleur est là, on n'est pas dans le noir et blanc. D'accord? Et on est juste après l'attentat, et on voit le personnage qui représente Catherine Meurice qui essaye d'aller, elle s'est réfugiée en face des locaux du magazine de Charlie Hebdo où le massacre vient d'avoir lieu. Elle l'a entendu, on a le tac, 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 les onomatopées des tirs juste à la page avant. Et là, on la voit même qui traverse les murs et on le voit à plusieurs moments dans le récit. Donc, beaucoup de lignes géométriques. Hein. Ici, des lignes droites, épurées. D'accord? Et au fur et à mesure qu'elle avance,
on arrive dans de plus en plus de noir. Je vais vous montrer la suite. Tu peux aussi sélectionner en cliquant sur le petit carré bleu en bas les pages que tu souhaites. Ouais. Alors, le petit carré bleu en bas, celui-ci? Ouais. Ah d'accord, ok, merci. Donc, vous voyez, là, elle vient de passer le mur et tout d'un coup, on était beaucoup dans le noir et blanc et on arrive face à ce tableau, donc l'art d'Édouard Munch, qui est très connu, qui s'appelle Le Cri et qui fait écho à l'horreur dont elle est témoin. Donc, la couleur ici est très importante pour parler pour contraster avec la réalité. D'accord? Et tout de suite après, on a un type de planche qui est très différent, okay, de ce que je viens de vous montrer. Donc, les 3 dernières, des volumes de lignes droites très, très présents, peu de couleurs, et soudain, on retrouve ce personnage avec les bras croisés, le dos courbé ici. On est le lendemain de l'attentat et elle dit, sa première réaction, elle dit, c'est terminé, j'arrête le dessin. Et on la voit derrière une grille, comme si elle était en prison. On voit là les onomatopées, elle frappe à la grille. Elle parle du dessin, elle dit, je ne l'aperçois plus, il gît quelque part là derrière donc là où s'est passé l'attentat, puisque là où elle s'est réfugiée, c'était derrière cette grille, l'abri qu'elle avait trouvé. Et donc de l'autre côté, c'est les locaux, les bureaux, les anciens de Charlie Hebdo. Et elle finit par s'asseoir contre la grille, la tête dans les bras, de plus en plus dépitée, et on voit une note de musique qui attire son attention. Pas une note de musique, peut-être une note de musique, mais elle reçoit un message sur son téléphone. Okay? Et là, on a le retour de la couleur. D'accord? Et c'est un de ses collègues de Charlie Hebdo avec qui elle s'était réfugiée, enfin, en tout cas, elle s'était retrouvée en bas des locaux de Charlie Hebdo, donc 2 survivants qui sont arrivés en retard ce jour-là, donc qui n'étaient pas là au moment du massacre. Et on voit que le dialogue est en couleur, hein, donc comme un lien qui la porte, d'accord, avec la couleur jaune-verte pour le dessinateur Luce qui la contacte, et ses réponses en bleu. Et on voit ensuite qu'on a encore la couleur jaune ici, jaune-verte, de cette amitié avec Luce, de ce contact, de cette solidarité, et la grille qui petit à petit se lève, d'accord, mais elle rampe pour sortir de là. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et la page suivante, on la verra plus tard. OK, je vais revenir à mon diaporama. OK. Voilà, donc vous voyez l'importance de la couleur qui ajoute quelque chose au dessin et quelque chose au mot. Ici, c'était l'importance de l'art, hein, et l'importance de la fraternité avec son collègue qui est aussi survivant. La main tendue, comme on dit. Hein. The reaching hand. OK. Alors, la légèreté. Donc, je vous ai cherché quelques citations en ligne, puisque c'est un des titres de Catherine Meurice qui a eu beaucoup de succès. Donc, publié en 2016 en anglais, on a The Tale of Her Return to Life and to Art following the terrorist attack at Charlie Hebdo in January 2015. Sur le site de France Culture, on a, pour la légèreté, un récit bouleversant de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire après l'attentat contre Charlie Hebdo auquel elle a échappé. Donc,
toute la bande dessinée n'est pas sur Charlie Hebdo. Ce n'est pas l'intention de Catherine Meurice, mais c'est la première partie de la bande dessinée. Et ensuite, elle va parler d'abord du traumatisme et ensuite, elle va parler de comment elle se reconstruit face à ce traumatisme. Donc, Charlie Hebdo et l'attentat est présent dans la première partie de cette bande dessinée. Si vous n'avez pas en tête exactement ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, donc c'est un magazine satirique français dont les locaux sont à Paris, ça a été le lieu du massacre, Paris 11e, si vous connaissez Paris, c'est vers la Bastille, entre République et Bastille, à l'ouest du canal Saint-Martin. L'attentat terroriste islamiste revendiqué par 2 frères qui ont été tués aussi le jour de l'attentat, tués par les policiers. L'attentat a eu lieu le 7 janvier 2015. La légèreté a été publiée en 2016. Donc, c'est vraiment son travail de reconstruction qu'elle a mis sur le papier et qu'elle a publié. C'est ça la légèreté. C'est son travail de reconstruction pour retrouver le dessin et l'art et la vie. Okay. L'attentat a fait 12 morts, 8 collaborateurs de Charlie Hebdo, 2 policiers et les 2 terroristes. Donc, ça a été une vague de solidarité mondiale très importante, avec des manifestations partout dans le monde. Je vous ai mis ici, et il y a la source quelque part. Ok, bon, je le rendrai disponible à Fanny. C'est une application qui a été créée pour montrer dans tous les pays, toutes les villes où le même jour, il y a eu une manifestation en soutien. Pas seulement à Charlie Hebdo, mais à la liberté de la presse. D'accord ? C'est ce que ce dessin veut dire. C'est un dessin qui est souvent utilisé par Amnesty International, qui est une organisation qui défend beaucoup la liberté de la presse. Et c'est de ça dont il s'agit avec les attentats de Charlie Hebdo. La liberté de la presse, la liberté de l'art. Voici un dessin, il y en a beaucoup, vous pouvez en trouver beaucoup en ligne. Un autre dessin qui est très, très beau, je trouve, très parlant, sur toutes les plumes ou les crayons ou les stylos d'artistes, de dessinateurs, d'écrivains, qui pointent leur stylo, leur plume, qui est leur arme à eux, contre un terroriste islamiste qui, lui, a le même type d'arme qui a été utilisé pour l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors, donc, ce qui est important ici, on ne va pas parler en détail de Charlie Hebdo, je ne veux pas remuer tout ce traumatisme, on va se concentrer sur la manière dont Catherine Meurice se reconstruit après cet événement tragique. Donc, ce qui est important ici, c'est que, en plus d'un attentat, c'était une atteinte à la liberté d'expression de la presse. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. En plus d'être une atteinte à l'humour satirique à la française pour Charlie Hebdo, de manière générale, c'était une atteinte à la liberté d'expression de la presse. Et c'est pour cela que ça a une telle renommée internationale. Et j'étais à Toronto à l'époque, au Canada. Il y a eu une énorme manifestation en soutien à Charlie Hebdo à Toronto. J'imagine à Vancouver aussi. Est-ce que quelqu'un était à Vancouver en 2015 et aurait été témoin ou aurait participé à une manifestation s'il y en a eu une à Vancouver? Non? Fanny, est-ce que vous étiez déjà à Vancouver? Non, moi justement, j'étais à Paris. Ah, donc d'accord. Donc, ok. C'est le traumatisme aussi, c'est sûr, c'est cette sûr. année-là. Ouais. Donc, je peux donner l'exemple de Toronto où la manifestation était très importante
Le consul de France était venu faire un discours. Le consul de France à Toronto était venu faire un discours. Le maire de Toronto aussi était là. Il y a eu de la musique. Il y a eu bien sûr des minutes de silence, mais on va en reparler dans notre présentation. OK, donc on va laisser de côté un petit peu cette réalité tragique pour rentrer dans comment elle est représentée dans l'art. OK. Donc, voici en peinture rue Nicolas Appert, qui est le lieu des locaux de Charlie Hebdo. Donc, on parle de locaux, de local ou locaux quand il s'agit d'un magazine, de la presse. D'accord ? Sinon, on parle de bureau. Donc, c'est la même chose. D'accord ? Et ici, vous avez peint sur un mur à l'angle de la rue Nicolas Appert les personnes qui, pas la représentation des terroristes, bien sûr, mais les victimes de l'attentat. Donc, vous avez ici les 8 collaborateurs de Charlie Hebdo qui sont morts dans l'attentat, dont certains étaient des stars de la bande dessinée, de la télévision française, de la presse satirique, de vrais stars. Ils ouvraient la bouche sur une question politique et ils avaient des milliards de lecteurs. Hein. Je pense notamment à Cabu. Et vous avez ici les 2 policiers qui sont morts aussi. Et vous avez ici Mustapha, dont il est question dans la. Cabu est là aussi dans la bande dessinée. Charb aussi est là dans la bande dessinée. Et on a ici Mustapha, dont il est question à plusieurs reprises, qui est lui-même musulman, kabyle en tout cas, donc arabe. Je ne peux pas dire s'il est musulman ou pas. En général, les Kabyles sont musulmans. Et donc, c'est important qu'il soit là dans la bande dessinée pour éviter l'amalgame entre les musulmans et les terroristes islamistes. Ce sont 2 choses extrêmement différentes. OK ? Voilà. Donc, des récompenses, awards pour la légèreté, 2 récompenses en 2016 et en 2017. Et en 2020, donc vous avez vu, beaucoup de récompenses pour Catherine Meurice. Alors, elle a participé à l'équipe de Charlie Hebdo pendant 10 ans, entre 2005 et 2015. Elle était très jeune au départ. Elle avait 21, 23 ans quand elle a commencé. Oh, elle est de 1980, j'ai dit. Donc, elle avait en fait 25 ans, pardon. C'était la seule femme de l'équipe à l'époque, jeune en plus. Et ça a été la seule femme de l'équipe pendant longtemps. La seule femme dessinatrice, autrice, pendant longtemps. Je vais peut-être passer ici, d'accord, la citation. Donc, la légèreté est une sorte de journal intime dessiné qu'elle a tenu durant les mois qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, à une époque où elle souffrait de perte de mémoire et où elle vivait sous protection policière. Ces dessins, à peu de choses près, constituent les premières pages de la légèreté. Et elle les montre dans une double page, dans la légèreté, ces dessins. Et c'est donc sa délicate autobiographie sur l'après-Charlie. C'est une bande dessinée autobiographique de son propre parcours face au trauma. Alors, dans la légèreté, elle indique qu'il y a eu 2 périodes dans lesquelles elle a écrit et dessiné et colorisé. Tout d'abord, des pages, donc de la première partie, des pages 7 à 71, elle les a écrites entre le mois de juin et le mois d'août 2015, donc 3 mois. OK. Et la deuxième partie, ce qu'elle appelle la deuxième partie, donc en tout cas une deuxième période, de la page 72 à la page 133, donc jusqu'à la fin, un peu plus tard, 6 mois après, de janvier à février 2016, 2 mois. Okay, donc, c'est en novembre qu'elle est allée à la Villa Medici à Rome, la Villa Médicis, et à son retour, elle a
pu terminer cette bande dessinée, hein, ce récit autobiographique. Donc, il y a eu 2 périodes créatrices, mais ça ne veut pas dire que le texte est organisé selon ces 2 périodes, hein. Il y a toujours des moments de transition entre des périodes ou des parties dans un roman. D'accord ? Donc ici, j'ai créé 4 parties dont on va parler. Tout d'abord, de la page 7 à 76, la partie 1 sur raconter le traumatisme, l'attentat et ses réactions. La partie 2, la tentative de reconstruction à Paris, des pages 78 à 94. La partie 3, se reconstruire par l'art après un attentat, donc c'est à la Villa Medici, de la page 95 à 124. Et enfin, l'excipit, donc la sortie du récit, la fin du récit, qui, de la page 125 à 133, qui voit le retour de Catherine Meurice à Paris. D'accord ? Donc, le récit commence à Paris, le récit se termine à Paris, c'est ce qu'on appelle une structure en boucle, et elle passe de l'art à Rome à l'art à Paris pour la transition, et donc on la voit à Paris, au musée du Louvre. D'accord ? Et il y a plusieurs moments où on la voit dans la nature. OK. Donc, pour la première partie, raconter le traumatisme. On a d'abord un récit multiforme. Donc, je vais vous montrer là le texte. Donc, à partir de maintenant, je vais vous montrer principalement le texte et je regarderai seul mon diaporama. Je vous montrerai le diaporama quand il y a des choses spécifiques à vous montrer dessus. Donc, ici, Fanny, pour aller directement à la page que je veux. Alors là, ton écran n'apparaît pas. Je pense qu'il faut mon écran n'apparaît pas. OK. Alors, pardon. OK. Donc, celui-ci, c'est ça? Non, c'est au niveau du bleu ici. Je pense que tu peux glisser sur les pages, en fait, avec ta souris pour aller plus rapidement. Voilà. D'accord, compris. OK. C'est un très bel outil. Voilà le début de la première planche de la bande dessinée. Donc, on voit, je vais garder quand même mon diaporama sous les yeux. Je le lis rapidement. OK. Donc, on voit une jeune femme qui escalade une montagne. C'est l'incipit, le début du récit. OK ? Et on parlera plus tard de l'épigraphe ici. Donc, tu peux aussi zoomer hein, si jamais il y a besoin. Il y a moyen de zoomer sur la page. OK. Alors, attendez. Zoomer sur la page. Voyons. Ah oui, plus. Merci. Ah oui, comme ça, on va pouvoir voir le texte. Excellent. Comme vous voyez, c'est la première fois que j'utilise Culture Tech. Je viens juste d'avoir mon compte activé. Merci, Fanny. Donc, on voit cette jeune personne qui pourrait être une enfant, OK, et qui escalade une montagne à côté de l'océan. Donc, vu qu'il y a du jaune, je me dis que c'est la dune du Pilat en France, une dune de sable la plus grande, la plus haute en Europe. Ce n'est peut-être pas ça, mais c'est ce que je pense. Et elle est seule. Elle est dans ce manteau avec les bottes de pluie avec lesquelles on va la retrouver pendant toute la bande dessinée, peut-être par la fin, quand ça va un petit peu mieux. Hein, et très souvent avec la capuche presque cachée. Hein, un visuel qui indique un état dépressif. D'accord ? C'est sombre, elle a les mains dans les poches et la plupart du temps, on voit très peu son visage. Voilà. Et voilà ce qu'elle dit. Je n'entends pas. Mon corps est absent. Seuls mes yeux vivent et semblent vouloir s'échapper. Je crois voir l'océan pour la première fois. Elle a déjà vu l'océan, mais elle voit les choses autrement. Avant et après un traumatisme, on voit très souvent les choses très différemment, même si ce sont des choses que l'on a déjà vues.
Donc, ici, on a, voyez l'importance de la couleur ici. Donc, la voici en haut de cette montagne ou de la dune du Pilat. Elle regarde le soleil se lever ou se coucher et elle dit, l'horizon, elle écrit, l'horizon est légèrement arrondi, je suis bien sur une planète, je me dis que l'océan était là en premier et qu'il est toujours là. Donc, un avant-trauma, un post-trauma et la nature qui est éternelle. Donc, ça, c'est un des éléments auxquels elle va se raccrocher. L'éternité dans la nature, l'éternité dans l'art, les choses qui restent, les piliers. Voilà. Et ce que cette pensée lui inspire, on le retrouve ici avec un système. Alors là, je vais dézoomer par contre pour que vous voyez la planche entière. Voilà. Donc là, c'est à nouveau une référence à l'art. Ce sont les tableaux du peintre Mark Rothko, peintre américain ou anglais, anglophone en tout cas, qui a très souvent ces deux colonnes, avec une beaucoup plus colorisée que l'autre. Pas des colonnes, pardon, ou alors disons horizontales, des colonnes horizontales, deux parties en tout cas. Donc on est très certainement ici dans le coucher du soleil et on la voit ici toute petite, toute frêle, si vous connaissez ce texte, frêle, c'est-à-dire fragile, au milieu d'une nature puissante et du rouge qui rappelle bien sûr le sang et de l'attentat. Donc ça, c'est le début de la bande dessinée. À partir de la page 10, on arrive à un flashback, donc un retour en arrière. Et je vais vous le montrer parce que ça amène aux planches de l'attentat. Voilà, donc page suivante, complètement différent. D'accord ? Très épuré, minimaliste. La voici dans son lit et on peut lire quelques jours plus tôt, le 7 janvier. Donc, c'est le jour de l'attentat. Il n'y a rien qu'une jeune femme, donc cette même personne que l'on a vue monter la montagne et contempler le soleil couchant. Elle est dans son lit. Il y a un oreiller, une couverture, une couette. Il n'y a pas de décor. Vous voyez la page blanche, beaucoup de pages blanches qui indiquent la solitude et un élément ici sur le sol, un réveil pour indiquer l'heure ou pour se réveiller. Et ça, c'est très important puisque elle est arrivée en retard le jour de l'attentat, donc elle est encore aujourd'hui survivante. Donc le réveil, qui est le seul objet présent dans la pièce, a été un élément déclencheur de sa survie. Donc ça semble un détail, mais c'est en fait très important. Et dès la page suivante, on la voit finalement, elle ne dort pas, elle a les yeux ouverts. Okay, on voit les nuages ici de ses rêves et on apprend qu'elle est dans un moment de rupture sentimentale avec son partenaire. Et donc, elle reste au lit anéantie et elle ne se lève pas à l'heure pour arriver au travail. Donc, elle ne dort pas, mais elle ne peut pas se lever à l'heure pour aller au travail. Elle est dans ses pensées. Page suivante, les pensées continuent. Vous voyez qu'elle se tourne dans son lit. Un coup, elle est sur le dos. Un coup, elle est couchée à gauche. Un coup, elle est allongée sur le côté droit. Et tout d'un coup, voilà du Catherine Meurice parfait. Ça commence par une injure. Merde, qui veut dire en anglais, excusez-moi, shit. D'accord ? Donc, elle voit l'heure, c'est 10h15 et il faut qu'elle aille au travail. 10h15, c'est déjà très tard dans le matin. OK ? Et on la voit, encore une fois, anéantie sur le bord de son lit, au bord de son lit. OK ? Ensuite, elle est dans la rue. On la retrouve avec ce manteau, la capuche, le petit sac à main. Elle n'a pas de bottes, mais elle a des chaussettes hautes, quelque chose. OK ?
Et elle dit, alors là, c'est l'humour, ok? Alors qu'il n'y a rien qui annonce l'humour dans ce que l'on vient de voir, ok? Elle dit, donc vous voyez les 3 points ici. Donc c'est une pensée, c'est un nuage. Si je chope le 69, je peux encore arriver à la conf à 1 heure descente. Donc Charlie Hebdo commence sa journée par une conférence de presse où tout le monde doit être là. D'accord? Le 69, on apprend que c'est le numéro de son bus, qu'elle manque ici. Les bus à Paris ont des chiffres, des nombres, ok? Mais 69, c'est aussi le symbole d'une position érotique, ok? Et donc, c'est aussi une chanson très connue en France de Serge Gainsbourg qui s'appelle 69, année érotique. Et voici tout l'humour de Catherine Meurice. Elle voit le bus 69 passer, donc elle ne va pas du tout arriver à 1 heure descente à la conférence de presse. Et sur 2 vignettes différentes, elle dit 69, année pas érotique, puisqu'elle vient d'avoir la rupture sentimentale avec son partenaire. Elle arrive à son arrêt de bus qui l'amène au travail et elle dit « Sûre que même Tinius est arrivé avant moi ». Donc, elle pense qu'elle va vraiment être la dernière à arriver. Elle arrive, elle marche dans la rue et elle se souvient de ce qu'elle doit faire dans sa journée, ce qu'elle doit faire ou ne pas faire au travail. Okay, elle revoit son agenda dans sa tête. Et elle arrive en bas, le 10 rue Nicolas Appert, c'est le lieu où étaient les locaux de Charlie Hebdo, où a eu lieu l'attentat. Et là, elle arrive pour rentrer. Les terroristes sont déjà à l'intérieur, vous voyez ici, c'est dans la succession d'actions, c'est déjà les tirs. Okay, et là, quelqu'un l'interpelle, Catherine. Ah bon. Donc, elle se retourne et il y a Luce et Sigolène, que l'on va retrouver à plusieurs endroits dans le récit, qui lui disent, donc 2 collaborateurs et collaboratrices de Charlie Hebdo, ne monte pas au journal. Donc, encore une fois, cette main tendue. Luce est celui qui lui envoie le texte que je vous ai montré tout à l'heure au téléphone. Il y a une prise d'otage à Charlie. Tu déconnes. Donc, c'est toujours le parler familier. Okay, non. 2 types viennent d'emmener Coco, un autre collaborateur de Charlie Hebdo. Et Sigolène qui dit « Moi aussi, j'ai cru que c'était une blague ». Et Catherine qui réagit, qui dit « Hein ?» Et Luce a une galette des rois dans la main. Donc, c'était même le jour d'une célébration. Hein, la galette des rois le 6 janvier. Là, on est le 7 janvier. Et là, ils entendent peut-être des locaux de Charlie Hebdo ou des voisins, quelqu'un qui crie « Restez pas là !» Et ils vont se cacher, trouver un abri, pousser la première porte. Le moment est mal choisi pour faire connaissance avec les voisins de bureau. Les présentations sont vite interrompues. Ce sont les tirs, le massacre, okay, et cette grille que je vous ai montrée tout à l'heure qui se descend. D'accord ? Et sa première réaction, c'est de se dire « il tire en l'air ». Il tire en l'air, c'est-à-dire il ne tire pas sur les gens. They're just doing this, pas sur quelqu'un. Et là, ce sont les planches que je vous ai montrées tout à l'heure. OK ? Donc, laissez-moi juste regarder mon diaporama. Donc, 2 éléments déclencheurs. Le matin de l'attentat, je vais vous montrer le diaporama. Donc, le matin de l'attentat, c'est la panne de réveil, ou plutôt le retour à la réalité, puisqu'on a vu qu'elle ne dormait pas. D'accord ? Et ça commence par une injure. Elle se lève anéantie, et ensuite, c'est tout ce que je vous ai montré. 2e élément déclencheur, tout juste avant l'attentat, ce que l'on vient de voir, Luce et sa collaboratrice Sigolène qui l'interpellent. OK ? Alors, on passe. Donc, il y a des éléments déclencheurs toujours dans un récit, d'accord, pour faire avancer l'action. Et vous voyez que c'est la même chose en bande dessinée. D'accord ? Il y a aussi des éléments déclencheurs pour faire avancer l'action. Nous voici après l'attentat. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour vous repérer dans le diaporama, je vous ai mis en rouge, enfin en rouge en brique,
et en couleur brique et en italique les citations du texte. D'accord? Donc, c'est terminé, j'arrête le dessin. On les a déjà vus. Mais l'important ici, c'est que l'équipe Charlie Hebdo a décidé de continuer le dessin et de publier leur numéro hebdomadaire après l'attentat. Et donc, comment elle va faire pour dessiner après ce qui s'est passé? OK? Donc ici, les textos ici, la grille s'en trouve, c'est d'abord la page blanche, à la page 22. Et je vais vous remontrer le texte. Ce qu'elle dit, c'est qu'il lui faut un retour aux fondamentaux et elle va regarder les unes de Charlie Hebdo pour ne pas être seule. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'elle convoque Charlie Hebdo dans le texte, ça termine par le rire, hein, quelque chose qui caractérisait ce journal satirique, ce magazine. Elle va même jusqu'à reconstituer chez elle une scène de dessin, plutôt la salle de rédaction de Charlie Hebdo, chez elle. Et donc, elle griffonne des idées. Et on va voir tout ça maintenant. Et ce qui a été la même procédure créative que depuis 2 ans. C'était toujours comme ça qu'elle procédait pour produire des dessins pour le magazine chaque semaine. Donc, elle essaye de se raccrocher à la méthodologie qu'elle connaissait, okay, avant le trauma. Et on va voir ce que ça donne après le trauma. Donc, vous avez vu celle-ci. Voilà. On est ici, face à la page blanche. Elle est de plus en plus anéantie. Là, c'est très clair dans le dessin. Et donc, retour aux fondamentaux. Ah, et justement, on sort quelque chose en couleur. D'accord? Donc, à chaque fois, la couleur est là pour, comme une lumière, si vous voulez. Et ce sont les unes de Charlie Hebdo pour ne pas être seule. Et tout de suite, elle rit en disant « Haha, quel con !» D'accord? Donc, c'est ses amis qui la faisaient toujours rire. Et la voilà qui s'imagine dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo avec les unes qu'elle a reconstituées. Vous voyez, la une, c'est-à-dire la page de couverture d'un journal. Pardon, je n'avais pas précisé. Qu'elle a mis sur des chaises, okay, pour qu'elle les voie selon, je suis sûre qu'il y en a 8, 3, 5 et 3, 8 exactement. Donc, une par collaborateur tué, qui n'est plus là, et elle essaye de dessiner avec eux, ok, chez elle. Elle dit, je griffonne des idées destinées, pardon, je griffonne, on va faire un zoom. Oups. Avec la souris, ce sera plus facile. Oh, ok. Retour aux fondamentaux. Voilà. Non, pas celle-ci, celle-ci. Ah! Je griffonne des... Sorry. Voilà. Je griffonne des idées destinées à devenir dessins, comme pour chaque numéro de chaque semaine depuis 10 ans. Donc là, au niveau des mots, il y a la répétition importante. Chaque numéro, chaque semaine, depuis 10 ans. Donc, le recours à l'habitude pour essayer de créer en tant qu'artiste. Je dézoome et je vais à la page suivante. Voilà, les 2 pages qui montrent la réalité, c'est-à-dire les dessins qui reproduisent l'écriture, ce qu'elle a griffonné. Voilà ce que ça s'appelle, griffonner. Donc, des petits textes, des petits dessins. Vous voyez des bulles. C'est déjà un peu format bande dessinée ici. Il y a encore beaucoup de textes. Donc, ce sont des idées mises sur le papier pour ensuite pouvoir les mettre en bande dessinée. On voit que c'est en noir et blanc, comme l'écriture. Et à la fin, on a un petit peu de couleur pour dire, dans cette bulle de travail, il n'y a que des idées et plus rien autour. Je suis tout aussi morte que mes amis ou ils sont tout aussi vivants que moi. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'habitude n'a pas vraiment marché. Et même si elle est arrivée à... Alors, attendez. Il faut que je regarde quelle page c'est. Donc là, on a des souvenirs de Charlie Hebdo.
même si elle est arrivée, voilà, page 33. Oh, celle d'avant. Bon, ça fait rien. Là, c'est pas du tout la même séquence. Voilà. Même si pour la planche de droite. Okay. Elle est arrivée à participer avec ses collègues, à collaborer à ce journal, à ce numéro de Charlie Hebdo qui a été publié juste après l'attentat. Elle est arrivée à le faire. Okay. On voit ici, c'est elle qui met son dessin, sa contribution. On les voit ici en train de travailler. Alors, il y a un contraste énorme entre ici la salle de rédaction à Charlie Hebdo avant l'attentat, okay, et la salle de réaction dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo après l'attentat. Okay, on voit très bien la différence ici. Et ce qu'elle dit ici, le lendemain du bouclage du numéro, c'est-à-dire quand le numéro a été fini, envoyé pour être imprimé et sorti pour la vente dans les kiosques à journaux. Donc, le lendemain du bouclage du numéro de Charlie, dit le numéro des survivants, je perds la mémoire. Et donc, le traumatisme la percute. Et la première réaction, le premier symptôme qu'elle remarque, c'est qu'elle a perdu la mémoire. Alors, laissez-moi vérifier à quelle page je vais vous emmener maintenant. Ok, oui, celle d'après. Donc, pour commencer à se reconstruire, elle, avec deux amis, ses amis lui proposent, encore une fois, on est à la fois dans la nature et dans l'art, lui propose d'aller voir les lieux où Marcel Proust, cet auteur si illustre et que Catherine Meurice adore, et qui est métaphorique de retrouver la mémoire avec la figure de la Madeleine, hein, la Madeleine qui rappelle en la mangeant un souvenir d'enfance par le goût. D'accord ? Donc le souvenir, la mémoire qui revient à un moment où on ne s'y attend pas. Donc là, c'est un effet volontaire. Ses amis l'emmènent voir dans les lieux de Proust manger une Madeleine pour qu'elle retrouve la mémoire. Évidemment, ça ne marche pas, mais c'est quelque part un réconfort. Alors, je vais vous montrer. Voilà, elle est assise sur le fauteuil et ça ne marche pas. Elle est de plus en plus enfoncée dans le fauteuil et elle termine. C'est la page d'avant, pardon. Ici, regardez-la. Complètement anéantie dans son fauteuil parce qu'elle n'a pas retrouvé la mémoire. Okay ? Donc, il y a aussi la nature comme ressource pour Catherine Meurice. On la voit ici en train de se promener dans la ville. Pardon. Et pendant que son amie, on ne sait plus où elle a dû aller acheter un souvenir. On voit la ville déserte, donc elle est isolée. Et à nouveau, une note de musique. Cette fois-ci, c'est le chant d'un oiseau, c'est le chant d'une tourterelle qui lui rappelle un souvenir d'enfance, des vacances qu'elle passait chez son grand-père quand elle avait 5 ans, à la campagne, ici, où il y avait des tourterelles. Donc, quelque part, elle a eu un souvenir. Hein, donc, ça a quand même marché un petit peu. Ce ne sont pas des souvenirs de Charlie Hebdo, mais c'est quand même un souvenir de sa vie avant Charlie Hebdo. Ça fait partie de la reconstruction. Du coup, on arrive avec cette première planche où on voit Mustapha et Catherine parler dans les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo. Lundi 5 janvier, 2 jours avant l'attentat. Mustapha lui dit « Bonne année Catherine, bonne année Mustapha ». Et vous voyez ensuite, elle ne se souvient pas. La mémoire n'est toujours pas là en ce qui concerne les années Charlie Hebdo. D'accord ?
Elle dit, qu'est-ce que tu m'as répondu? Elle ne se souvient pas. Ensuite, à Paris, il y a donc elle a une garde rapprochée, elle a comment on appelle ça, des gardes du corps qui surveillent qu'elle puisse rester en vie, que personne n'essaye de la tuer. Donc, en bas de chez elle, il y a les voitures de police. Dès qu'elle part quelque part, elle est accompagnée par ses gardes du corps. Et ça, c'est pesant, parce que ça lui rappelle tout le temps le traumatisme de l'attentat, la réalité. Okay, donc, vous voyez qu'elle tire ses rideaux, elle s'isole, elle se met au lit. Et là, quand elle dort, elle fait des cauchemars, elle réentend le son des tirs, elle se fait transpercer par les balles des tueurs et, bien sûr, à vélo, elle essaye de s'enfuir, mais elle arrive en haut d'une falaise et elle tombe dans l'eau. Regardez la couleur magnifique ici. Hein. Et de manière très symbolique, elle dit... Ok, attendez. Voilà, elle dit, mes bagages, j'ai perdu mes bagages. 10 ans de bagages. Donc, les bagages, ce n'est pas littéralement luggages, ce n'est pas réellement les valises, les sacs, c'est tous ces souvenirs. D'accord? Et les 10 ans de bagages, c'est ces 10 ans à Charlie Hebdo, ces souvenirs à Charlie Hebdo. Donc, ici, très important, ma liberté est morte. Regardez cette enclume très forte qui est sur elle. On voit juste son pied ici. Okay, elle est écrasée. Alors, on retourne au diaporama. Ok, on a bien avancé. On profite pour juste citer le commentaire de Corinne qui fait référence au roman Le Voyageur sans bagages. Tout à fait. Comme référence. De Musil, de Anouilh, Jean Anouilh, Le Voyageur sans bagages. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Corinne. Ici, donc ça, on l'a fait aussi. OK. Alors, les séances de thérapie. Voilà, je vous emmène à la page 55. Donc, vous voyez des citations ici. Je vous ai ressorti 2 moments de thérapie. On ne peut pas parler de tout dans le livre parce que je veux avoir du temps pour les questions et je vous remercie de les poser au fur et à mesure s'il y a des idées qui vous viennent à l'esprit. Donc, la première séance de thérapie à la page 55, c'est tout de suite le diagnostic. Elle voit son psy, son thérapeute, et il lui dit tout de suite, vous êtes dissocié. OK, c'est le diagnostic de ce qui lui arrive face à la perte de mémoire. Il lui explique que c'est un réflexe de survie, que son cerveau a disjoncté et provoqué une anesthésie émotionnelle, sensorielle et mémorielle, face à laquelle soit on se supprime la pulsion de mort, soit on se reconstruit, c'est la pulsion de vie. Et il lui dit, votre pulsion de vie est forte. Et en effet, elle va se reconstruire. Donc, la deuxième séance de thérapie, ce même thérapeute, lui, commence, maintenant que le diagnostic a été fait, il commence la stratégie de reconstruction. Et on va bientôt arriver à la deuxième partie de transition entre Paris, l'attentat, et se reconstruire à Rome. Donc, il lui dit, cherchez quel est le lieu sûr pour vous, c'est-à-dire un lieu qui vous apaise, un lieu familier. Et elle dit, c'est dans la nature, c'est un chemin creux au début du printemps, dans la campagne où j'ai grandi. Et donc, elle y va. Alors, je vais vous montrer, page 72. C'est très beau ce passage. Donc, on avance aussi à grands pas. Ah, je peux faire défiler comme ça. Oui, pardon. Hop, ici, voilà. Non? Voilà.
voyez, elle avance à grands pas, là, elle est toute enthousiaste. Elle va dans son lieu sûr et comme lui a dit le thérapeute, ça va avoir un effet très important. Donc, elle espère retrouver la mémoire. Dès la deuxième vignette, la voici à nouveau abattue. Hélas, quand la détresse vous gagne aussi dans le lieu sûr, que faire? D'accord? Et ce qu'elle fait, c'est tout de même trouver du réconfort en enlaçant un arbre. Et elle lui parle. Elle lui dit, toi, tu es là depuis toujours. Tu ne meurs pas. Tu ne tombes pas. Si on te tire dessus, ton écorce engloutit la balle. Et donc, ce réconfort qu'elle avait trouvé au début dans la contemplation du coucher du soleil, donc dans la nature, elle le retrouve ici avec l'arbre majestueux, l'arbre métaphore du pilier, de l'éternité. Hein. Donc, la nature comme la nature éternelle. Il y a deux éléments de reconstruction, la nature éternelle et l'art éternel. On la retrouve à Charlie, mais là, je ne veux plus parler de Charlie. Donc, je retourne à mon diaporama. Donc, ça, c'était pour les séances de thérapie. Donc, suite au moment dans la nature, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, ok, merci. Donc, suite au moment dans la nature où elle a enlacé l'arbre, on la retrouve dans le bureau de Charlie Hebdo. On essaye de stimuler sa colère pour qu'elle arrive à faire un dessin satirique et à en rire. Et cette fois-ci, ça commence à marcher. La mémoire revient. Alors, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est un moment important. Page 77, on retrouve Mustapha. Voilà, ici. Et on retrouve ce même dialogue qui avait des cases blanches tout à l'heure. Et ici, vous voyez qu'elle se souvient du dialogue qu'ils ont eu. Il lui dit « Bonne année Catherine, bonne année Mustapha. Catherine, cette année plus que jamais, envole-toi bien loin des miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le fond clair qui remplit les espaces limpides. » Et elle dit « Magnifique programme Mustapha. On débouche une pure et divine liqueur à la fin du bouclage. » Donc, il y a la métaphore sur boire une boisson, mais aussi être inspiré. Et aussi, envole-toi. Et donc, là, c'est la transition vers la décision de partir à la Villa Medici, à Rome. Donc, d'abord, un autre moment dans la nature, toujours avec Sigolène. Vous voyez la couleur magnifique. Là, c'est peut-être les Calanques de Marseille. On la voit, ou les Alpes. On la voit à nouveau assise en contemplation, d'accord, mais pas seule, avec une amie. Et son amie qui lui dit « C'est bien, ta mémoire revient peu à peu. » Donc, elle a commencé son travail de reconstruction. Okay. Alors, on retrouve cette marche décidée ici. L'été lui a redonné des forces et de manière très courageuse, elle décide de retourner sur les lieux de l'attentat. Et là, ça va être un autre élément déclencheur où elle va voir sur le mur quatre graffitis c'est pas des graffitis, 4 reproductions de dessinateurs morts pendant l'attaque. Et là, elle se dit, c'est quoi ce pochoir ni fait ni à faire? T'as oublié Honoré, débile. Elle parle à celui qui a fait, qui les a mis sur le mur. Et donc, t'as oublié Honoré, c'est un de ceux qui est mort. D'accord? Et là, ça va être l'élément déclencheur. Elle aimerait que l'art soit sur les murs de la ville, l'art des dessinateurs, au lieu de leur figure, que leur art soit sur les murs. Et ce qu'elle va faire, c'est avec Sigolène, avec Hélène, qui est la fille du dessinateur Honoré, qui a été oubliée sur le mur. Vous voyez à nouveau cette démarche énergique. Elles vont faire l'opération revanche. Et donc, toutes les trois, elles vont, vous voyez ici, donc le dessin est comique, elles vont remettre sur le mur, c'est un acte de délinquance, si vous voulez, pendant la nuit, elles vont remettre Honoré, qui manquait au départ.
D'accord? Et elle dit, une minute plus tard, intervention des mains invisibles de l'art. Donc, elles ont fait ça en catimini, puisque c'est un acte de délinquance, pour ne pas être vues. Et voilà leur réaction. Regardez le sourire. C'est très rare qu'on voit le sourire dans cette bande dessinée. Et elle se dit, c'est important de faire des choses comme ça. Nous avons besoin de ce genre d'actes symboliques pour guérir. J'ai été très heureuse et très émue de notre expédition vitale. Malheureusement, le surlendemain, à la même heure, au même endroit, le Bataclan subit un assaut mortel et on la voit transpercée par un éclair et elle dit ça recommence. Et on a ensuite cette très belle colorisation qui montre toute la scène de massacre, deuxième attentat à Paris, dans la même année, au Bataclan, qui est en fait très proche. Donc ça, je vais vous montrer un nouveau diaporama, très proche de là où a eu lieu l'attentat de Charlie Hebdo. Et là, alors qu'elle était sur le moment de la reconstruction, il y a un deuxième attentat qui vient l'anéantir. Et donc, elle réagit. Pourquoi nous imposer une minute de silence en hommage aux victimes? Et voyez là, la réaction ici. C'est un siècle de colère bruyante qu'il nous faut. Okay? Donc ça, c'est sa manière de réagir. Pas le silence, la colère. Okay? Jusqu'à présent, elle était dans le silence. Alors, je vais vous montrer le diaporama. Donc, on est parti dans la transition. Voilà, vous voyez, ici, c'est un plan de Paris. Alors, vous ne voyez pas l'échelle, mais je vous ai indiqué ici 7 minutes à pied entre les locaux où il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo au mois de janvier et les locaux à la fin de l'année 2015, où le Bataclan, qui est une salle de concert à Paris, très connue, où il y a eu un attentat terroriste aussi, le 13 novembre 2015. Et à nouveau, la répétition, même heure, même endroit. Tout à l'heure, on avait deux fois la répétition de chaque. Je ne sais plus avec quel mot, mais voilà. Et dans une interview, Catherine Meurice a dit alors, attendez. Il faudrait que je vous montre cette planche. Alors, c'est page. C'est une autre séance de thérapie. Page 88, OK? Ah, ben, c'était juste après, d'accord? Voilà. Et là, elle est chez le thérapeute. C'est un autre thérapeute, il me semble, un deuxième. Il dit, vous avez perdu vos collègues dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Et elle répond, je suis Charlie. C'est ce que tout le monde criait lors de la manifestation. OK? Donc, moi aussi, je suis Charlie. C'est la solidarité. Ensuite, il dit, vos amis ont été tués au Bataclan. Je suis Bataclan. Ensuite, vos voisins sont morts dans la fusillade rue de Charonne. Je suis Charonne. Votre génération a été visée rue Bichat. Je suis Bichat. Ainsi que boulevard Voltaire. Je suis Voltaire. Et là, typique, trait d'humour, très stylistique de Catherine Meurice, on arrive à l'humour du thérapeute qui conclut « Vous ne seriez pas un peu mégalo ?» OK? Parce qu'elle prend toute cette souffrance en elle-même et elle dit « Oui, je suis, oui, je suis, oui, je suis ». Et c'était les slogans de tout le monde. Hein? Et donc là, le trait d'humour de Catherine Meurice. On la retrouve dans la nature, dans l'eau, avec l'art. Cette fois-ci, c'est la littérature, c'est Baudelaire. Elle se met à dialoguer avec une grenouille. Okay. Et voyez l'arbre du début qu'elle avait enlacé, il est maintenant couché comme elle. Elle est à moitié engloutie dans l'eau, hein, moitié ensevelie dans l'eau. Ça me fait penser à la chanson de Nick Cave et Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Très belle chanson. Et là, cette grenouille lui parle de Stendhal, ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, auquel il a pensé lors de son voyage en Italie en 1817. Et vous voyez que ça va être la transition vers la partie sur la Villa Medici à Rome. Et la grenouille explique, depuis, donc on a une personnification ici de la grenouille, une figure de style qui s'appelle la personnification.
donner vie donner personnalité humaine à quelque chose qui n'a pas de personnalité humaine, ici la grenouille. Le syndrome de Stendhal, c'est l'évanouissement que tout un chacun peut avoir face à un déluge de beauté. Et là, c'est à nouveau une lumière pour elle, et elle dit, c'est ce qu'il me faut. OK? Alors, tout de suite, c'est la réaction. La beauté sauvera le monde, etc., etc. Et la voici en train d'écrire sa lettre pour être acceptée à la Villa Medici à Rome, qui est une demeure magnifique en plein cœur de Rome, en Italie, où des artistes se retrouvent de différents arts pour créer. Et elle demande à y faire un séjour d'1 mois. Donc, elle n'est pas techniquement pensionnaire de la Villa Medici, okay, mais elle va être là pendant 1 mois. Et elle explique pourquoi elle voudrait être là. Voilà la Villa Medici. Et dès la page suivante, on a les gardes du corps qui lui disent au revoir. Elle va prendre l'avion et aller à Rome. Elle arrive à Rome. Et voici un temps que l'on connaît bien à Vancouver. Il pleut énormément. On est en novembre 2015. Donc, on est juste après les attentats du Bataclan et 11 mois après l'attentat de Charlie Hebdo. On est toujours dans cette même année noire. Okay, la visite de la Villa Médicis, c'est comme ça qu'on le dit en français, la Villa Medici, par la visite guidée des jardins. Et là, elle se retrouve devant des statues qui montrent donc l'art dans la nature, okay, pas dans les musées. Ça, c'est Rome, c'est une ville d'art. Hein. Le Niobe, qui est une mère avec tous ses enfants massacrés par les flèches d'Apollon, donc une divinité. Donc ici, si vous voulez, c'est la métaphore de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo qui avait une source religieuse. Okay, donc, elle est allée très loin pour oublier, mais finalement, elle se retrouve face exactement à la même chose et au fait que l'art ou que la violence le massacre a toujours existé. Là, ce ne sont que des enfants qui sont massacrés par une divinité. Okay, donc, ça met un petit peu les choses en perspective pour elle. Donc, la mère qui survit aux enfants est changée en statue. Voilà. Et voilà ce qu'elle va faire à Rome. Elle va aller visiter les lieux artistiques. Donc, la Villa Borghese, où elle voit voilà, une tête coupée, c'est écrit terrorisme dessus, un crâne de squelette, un enfant avec le serpent. Donc, elle voit le drame, si vous voulez, dans l'art. Et ça ne va pas bien mieux pour elle. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, puisqu'elle est venue pour chercher le syndrome de Stendhal, elle se dit, mais que nous dit-il au fait Stendhal? Okay, et il dit qu'à Rome, il faut courir chaque matin après le genre de beauté auquel on se trouve sensible en se levant, sans voyager ou devoir, sans songer, au devoir. Et là, elle dort, elle se réveille. Regardez l'enthousiasme. On n'a encore jamais vu ça. J'ai envie de courir après le Forum et le Palatin. Et là, voilà, avec Stendhal, trait d'humour, elle lui dit, avec Stendhal, qui est un auteur français du 19e siècle, bien sûr décédé. Et elle dit, avec ma carte de presse, je vous fais entrer gratos, monsieur Stendhal, gratuit, gratos. Et il lui dit, ça va, j'ai ma carte senior, parce qu'il est vieux de 3 siècles. Okay, donc ça, c'est le trait d'humour encore de Catherine Meurice. Alors, on est maintenant dans la 3e partie et je vais vous montrer, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, ce qu'elle appelle la causerie. Elle fait beaucoup ça dans son travail de créatrice.
elle a d'ailleurs publié une bande dessinée qui s'appelle Mes hommes de lettres. Hein. N'oubliez pas qu'elle était étudiante en littérature avant d'être étudiante aux Beaux-Arts pour l'art, la bande dessinée. Et la causerie, pour elle, fait référence à cette camaraderie au 19e siècle, le siècle de Stendhal, cette camaraderie artistique, mais cette fois-ci virtuelle, entre elle aujourd'hui et Stendhal au 19e siècle, à travers le temps, les genres littéraires, littérature, Stendhal écrivait des romans, et elle de la bande dessinée, et donc la hiérarchie aussi entre les arts, littérature, bande dessinée. Et dans une interview, elle dit qu'elle fait beaucoup ça parce qu'elle aime dépanthéoniser beaucoup les grands artistes. Dépanthéoniser, ça vient du panthéon, et donc elle enlève de son piédestal, de la hiérarchie, ces grands auteurs. Okay, et elle se met à leur niveau. On est tous les deux des créateurs. Okay, et plus que la solidarité, au 19e siècle, elle emprunte cette formule à Delacroix qui dit « la sainte fraternité de l'art ». C'est ça dont elle a besoin. Donc, dans toutes ces bandes dessinées, on a des hommes artistiques, des personnages artistiques, pardon, ce sont souvent des hommes qui sont là avec elle. Je regarde l'heure. OK. Alors, en plus, on voit pas le PowerPoint. Le diaporama. Ouais. OK, merci. Et donc, face à l'art qu'elle regarde à Rome, elle va avoir un nouveau déclic. Elle va dire « Oh là là, mais l'art, ça souffre, ça pleure, ça agonise. » Et tout d'un coup, elle regarde et elle se dit « Ah, mais ça jouit aussi. » Et donc, dans ce plaisir sexuel de la jouissance qu'elle voit dans l'art, elle a ce deuxième déclic, cette deuxième lumière, le retour d'une étincelle, si vous voulez, qu'on peut appeler celle de la libido, et elle se met à sourire pour tout le reste du récit. Elle retrouve à ce moment-là, dans la Villa Medici, la musique qu'elle écoutait avant le 7 janvier, et donc, elle peut aujourd'hui l'écouter comme signe qu'elle a réussi à surmonter sa peur face au précipice émotionnel. Et souvenez-vous le cauchemar dans lequel elle tombait du haut de la falaise et qu'elle allait dans l'eau. Voici la fin du récit. Je vais aller très rapidement pour ouvrir à la discussion. Page. Donc, le retour à Paris. Page 124. Oups. OK, c'est la prochaine. Donc, voilà le moment de la musique dont je viens de vous parler. Et la transition entre l'art à Rome et l'art à Paris est ici, dans cette statue, femme encore jeune, sortant la tête de l'eau, et on reconnaît bien son propre personnage. Donc la voici à Paris, musée du Louvre, et bien sûr, on la retrouve devant un tableau, le tableau de Géricault, du peintre Géricault, très connu, le radeau de la Méduse. Encore un événement traumatisant et un massacre, avec, pour survivre sur ce radeau, les gens qui se mangeaient les uns entre eux, okay, les uns les autres. Donc, on est toujours dans le terrible ici. Hein. Mais elle est au musée avec toujours son amie Sigolène et sa sœur aînée, que l'on retrouve dans une autre de ces bandes dessinées, Les Grands Espaces. Très, très beau récit de son enfance à la campagne. Une bande dessinée qu'on appelle écologique. Et donc, regardez ici. On retrouve cette même course que les trois avaient quand elles ont fait l'opération Revanche. Ce n'était pas avec la sœur de Fanny, c'était avec la fille du dessinateur Honoré. Mais on retrouve ce même élan de solidarité et de fraternité. Catherine dit « Regardez là-bas, la grande galerie du Louvre, est plongée dans l'obscurité. On y va? Ouais, le Louvre endormi, rien que pour nous. Il y a toujours beaucoup de monde au Louvre. Et là, c'est juste pour elle.
Et regardez, il y a une lumière qui les attire dans l'obscurité. Et c'est, comme on a eu tout à l'heure au début du récit avec la peinture, le cri d'Édouard Munch, on a ici la diseuse de Bonaventure du Caravage, qui est un peintre italien, donc ça fait le lien avec Rome, qui est éclairé dans cette grande galerie du Louvre, qui est le lieu le plus connu au Louvre, et qui est là comme pour les attirer. Qu'est-ce que veut dire la diseuse de Bonaventure? C'est une personne qui prédit l'avenir. Et voilà le mot dit pour la première fois dans le récit, l'avenir. Okay? Et c'est encore l'illumination grâce à l'art. Et l'art illuminé. Donc là, il y a le jeu de mots, si vous voulez. Il y a la lumière sur ce qui va l'illuminer. Et la voici, comme au début du récit, sur cette peut-être dune du Pilat, mais elle n'a plus son manteau, elle n'est plus cachée, elle n'a plus ses bottes et elle se tient bien droite. Okay? Donc on voit ici une posture physique très différente, une attitude face à la vie très différente qu'au début du récit. Et on est à la fin du récit. Donc on voit le cycle de la reconstruction ici, qui aboutit à cela. Regardez la beauté de la couleur. Elle est assise, elle n'est plus anéantie, elle est assise face à la mer et elle parle de la beauté. À quoi bon chercher le syndrome de Stendhal? Finalement, je l'ai eu, mais à l'envers. D'abord l'évanouissement intérieur dû au choc de l'attentat, puis au réveil, l'obsession de la beauté. Le réveil, c'est la reconstruction, c'est métaphorique. Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et l'équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins intensément, mais on se souvient d'avoir vu. Elle a retrouvé la mémoire. Elle fait le lien entre le passé, le présent de l'attentat et aujourd'hui et son avenir. Elle peut penser à l'avenir. Je compte bien rester éveillée, attentive aux moindres signes de beauté. C'est ça sa projection maintenant sur le futur. Cette beauté qui me sauve en me rendant la légèreté. Okay, donc on finit sur ces deux termes. Donc je vais ouvrir maintenant la discussion et je vous propose quelques pistes, mais toutes les questions sont les bienvenues. D'accord? On peut parler du titre et de ces deux mots clés autour desquels elle a tourné, la légèreté. On a notamment un essai d'un philosophe paru en 2015, donc on est toujours dans la même période, qui s'intitule « De la légèreté ». Et si vous connaissez le roman ou le film tiré du roman de Milan Kundera, « L'insoutenable légèreté de l'être », j'ai trouvé aussi une bande dessinée pour enfants qui s'appelle « La soutenable légèreté de l'être ». Tout ça, c'est dans l'idée que la légèreté nous écrase, en fait. Mais Meurice, elle prend le contre-pied. Et il y avait une une, donc la page de couverture de Charlie Hebdo signée par Cabu, un de ceux qui est mort pendant une des stars de Charlie Hebdo, qui est mort pendant l'attentat, et qui avait dit, sur la une, c'était écrit « La légèreté est morte ». Et en fait, avec la légèreté, c'est comme si elle répondait à Cabu. Et elle prend le contre-pied du philosophe. Pour elle, la légèreté va être la vie, le retour à la vie. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut parler si vous voulez. L'épigraphe de Nietzsche, qui est « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». L'épigraphe, c'est quelque chose qui arrive dans un livre, bande dessinée ou roman, dès la page après le titre, après la page du titre. Okay? Et là, c'est quand même très fort. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et c'est ce qu'on appelle ici, dans les termes critiques de Gérard Genette, un commentaire. Il y a plusieurs fonctions à l'épigraphe. Ici, c'est un commentaire du texte. L'épigraphe précise ou souligne la signification du texte. Et c'est vraiment ce qu'elle montre dans la légèreté. L'art pour ne pas mourir de la vérité. Donc, on peut parler de ça si vous voulez. On peut parler de l'art engagé. On peut parler de l'humour. Dans une autre de ces bandes dessinées, Delacroix qui a peint la Marianne, le symbole de la République française, sur les barricades en France, et on voit Catherine Meurice ici en Marianne très, très décidée. Ça, c'est encore un de ses traits humoristiques. La représentation de son personnage par le dessin aussi. Vous voyez ici son personnage dans la légèreté,
qui regarde une statue, mais on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression que cette statue sort d'un cercueil. Ok, comparé à sa représentation 3 ans après dans Delacroix, très différent, c'est quelque chose dont on peut parler si vous voulez. Il y a aussi que faire après un trauma, comment faire après un trauma. Est-ce qu'on se reconstruit ou on ne se reconstruit pas? Et que fait-on le jour de l'anniversaire d'un moment traumatique? Ce n'est pas seulement le trauma, le jour où ça s'est passé. Chaque année, ce jour arrive à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Par exemple, le 7 janvier 2016 pour Catherine Meurice, le 7 janvier 2022 pour Catherine Meurice, c'est toujours une date qui reste en tête. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut parler aussi. J'ai ici si vous souhaitez parler des concepts clés de la légèreté et de la beauté, j'ai ici leurs définitions telles qu'elles apparaissent dans le dictionnaire, mais j'ouvre la porte à toute question. C'est à vous. Si vous avez des questions. Je m'appelle Montserrat Linkletter. J'habite ici à Seattle. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai beaucoup appris après votre présentation. Et je trouve que Catherine a trouvé un outil très léger pour se reconstruire avec les arts. Alors, c'est un voyage qui m'a impressionné parce que après le traumatisme, il a accompli à la fin de se sentir pas heureuse, mais en paix avec elle-même, je crois. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas l'utile de l'art pour s'exprimer? Alors, qu'est-ce qu'une personne va faire pour se sentir mieux après un traumatisme si on n'a pas l'outil de l'art, dessiner ou écrire et tout ça? Alors, mais après la présentation du livre, je crois que même le livre va aider beaucoup de gens à surmonter, à l'aider, surmonter un traumatisme, je ne sais pas. Oui, non, tout à fait, Montserrat. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup que dans le livre, elle donne 2 pistes, parce que tout le monde ne dessine pas, tout le monde n'a pas l'art pour se sortir d'un traumatisme, mais par contre, tout le monde a la nature. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les 2 pistes, la nature et l'art. Les 2 pour Catherine Meurice, mais la nature, elle est là pour tout le monde ou pour tout le monde qui sait la regarder ou qui se sent bien dans la nature. Il y a des gens qui se sentent très bien en ville. D'accord? Tout le monde. Dans ces cas-là, il faut trouver ce qui marche. Si on va vers la reconstruction, il faut trouver ce qui va marcher pour nous. La nature est une possibilité ouverte à tous. Ouais. L'art, peut-être un peu moins. Oui, c'est vrai que l'image de on laissait un arbre. Oui, cette image était très forte. Très forte, oui. Oui, tout à fait. Merci. Et je crois que le processus dont vous parlez, c'est vraiment un processus d'expérimentation. Et c'est les découvertes à travers les expériments. Si ça va marcher ou pas, la beauté, c'est dans le processus de faire n'importe quoi, de toucher du sable sur la plage, de toucher les roches, de regarder les couchers du soleil ou les levées du soleil, de l'art. C'est juste, c'est un processus de engagement oui. avec la vie, avec la réalité vue qu'on a vue ici, je crois. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous montrer une double page. C'est d'ailleurs très bien exprimé, ce que vous venez de dire, pardon. Regardez cette double page que je ne vous ai pas encore montrée, qui est très belle. Ok, j'ai un peu de mal avec l'appli. La voici, voilà.
c'est suite au un des couchers du soleil. Donc ça, c'est un passage que je ne vous ai pas montré. Entre Paris et la Villa Médicis à Rome, c'est dans la première partie du récit, pour échapper aux gardes du corps, elle part sur une île déserte, certainement en Bretagne, en France. Et la voilà à nouveau avec le coucher du soleil. Regardez les couleurs absolument magnifiques, aquarelle. Et on la voit assise, recroquevillée sur son rocher. Elle est encore dans la position recroquevillée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jennifer, sur cette idée d'expérimentation. Et c'est ça, pour se reconstruire, on fait des expériences. On ne sait pas à l'avance ce qui va marcher. Exactement. Mm-hmm. J'ai allez-y. deux autres questions, mais ils ne sont pas liées. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre une bande dessinée et un roman graphique? Ok, très bien, très bonne question sur le genre de la bande dessinée ou du roman graphique. Alors, la bande dessinée, c'est le terme que l'on utilise principalement en France, qui est l'équivalent du terme manga au Japon et graphic novel dans le monde anglophone. Mais il y a quand même quelques nuances. On dit aussi roman graphique en français. Donc, si vous voulez, le roman graphique, j'aurais dû penser à en prendre un avec moi. Ils sont dans mon bureau. Mais c'est en général un livre plus qu'une bande dessinée avec ce format-là. C'est en général un livre qui se plie. Oui. Voilà. Et qui a plus un format livre qu'un format bande dessinée, qui a parfois plus de texte, peut-être moins d'attention sur le dessin, mais pour certains romans graphiques, beaucoup d'attention sur le dessin, et ça dépend de chaque titre. Donc, il y a un format plus livre que le format de la bande dessinée, qui est cartonné toujours, hein, hard copy. Voilà. Alors, les mangas dont on parle beaucoup récemment, ils sont tous les bandes dessinées. Ils sont considérés les bandes dessinées. Oui, en France, on va les appeler aussi manga. C'est typique de la bande dessinée version japonaise. Hein. Donc, c'est dans la grande famille de la bande dessinée ou du graphic literature, si vous voulez. Ah oui, ok. Ouais. Juste... Donc, du texte représenté par le graphisme. Oui. Avec le graphisme qui est souvent premier, avant le texte, d'ailleurs. C'est un complément. Oui, parce que ça va être une hiérarchie soit du texte, des mots, ou soit du graphisme. Mais oui, j'ai adoré ce choix de bande dessinée, ce choix pour notre club de lecture aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Je ne connaissais pas avant. Je connaissais l'événement, bien sûr, mais oui, je me suis éclatée. J'ai senti l'humeur et juste touche la mienne parfaitement. Alors, j'ai Parfait, rigolé. parce que le sujet était quand même lourd, hein, pas évident. Mais pour moi aussi, la bande dessinée est toujours quelque chose de récréatif. Oui, et c'était un peu drôle parce que j'ai commencé à le lire pour échapper les nouvelles qui se développaient récemment parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah merde, juste comme elle a Oui, oui. Oui, ça ne m'a pas aidé. Mais en fin de compte, ça m'a aidé. C'était une très belle expérience. L'autre question, l'autre commentaire, sujet que j'aimerais discuter, c'est le montant de travail. J'étais très touchée et frappée par. J'imaginais des journées de travail pour une scène presque. Mais quand vous avez fait votre ligne de temps, c'était juste une période, je crois, de 3 mois et puis de 2 mois après. Comment ça se fait qu'elle pouvait produire tout ça? Parce que les dessins, il y a des dessins qui sont très, très, très détaillés. Oui, tout à fait. Ah, ok, je vais vous montrer la source de ce que je vous ai dit. Ça ne marche pas très bien avec ma souris là.
Pendant que tu recherches, Oui. je profite pour une parenthèse pour reparler du Festival d'Angoulême, justement, qui se tient actuellement en France. Et Catherine Meurice faisait partie des 3 nominés pour le Grand Prix du festival, qui est vraiment un prix très prestigieux. Elle ne l'a pas remporté, mais c'est une autrice canadienne, québécoise, qui a remporté le Grand Prix, Julie Doucet. Donc, petite parenthèse. Magnifique à Julie Doucet. Très bien. Voilà, ici. C'est dans la bande dessinée. Hein. Les pages 7 à 71 ont été réalisées entre juin et août 2015. Les pages 72 à 133 en janvier et février 2016. Et alors, face à la page blanche, il y a souvent la contrepartie qui est tout d'un coup, on a beaucoup d'idées à mettre sur le papier. Donc, cette alternance de vide et de pages blanches, et tout d'un coup, un peu procrastination, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire ça quand on est dans une phase traumatique ou post-traumatique. Tout d'un coup, il y a des choses qui doivent sortir et ça sort comme un bloc. Donc, ça ne me surprend pas que ça se soit fait en fait si rapidement. Mais on voit que tout n'est pas sorti d'un coup. Il y a eu 2 périodes qui marquent les 2 périodes du texte. Donc, Paris, attentat et après Rome. Mais il faut aussi changer sa point de vue, personnellement. Tout à fait. Oui, il faut prendre du recul, changer son point de vue. Et le temps de travail du dessin lui-même, de la couleur, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est son métier. Je ne sais pas à quelle vitesse elle le fait, mais apparemment assez rapidement. J'imagine qu'elle est comme ça, tu vois, pendant 10 mois. Oui, tout à fait. Elle dort pas. Merci beaucoup, Jennifer. Il y a une question de Grace aussi, ou plusieurs questions. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. J'ai failli pleurer plusieurs fois parce que ce que vous dites et la bande dessinée me touche beaucoup. Et en plus, j'apprécie vraiment comment vous avez comparé ou fait un contraste entre la légèreté et aussi le livre, Insoutenable légèreté d'être. En fait, j'ai lu ce livre en chinois quand j'étais très jeune. Le livre de Milan Kundera? Oui. Et en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, ce livre m'a aidé beaucoup parce que chaque fois que j'ai eu le chagrin ou quand il y a des tristesses, je me suis dit, mais les proies lourdes, c'est bon pour moi parce que c'est la signification, c'est ce qui sont importants dans la vie. C'est les proies, tout ce qui est lourd. Mais je pense que c'était avant. Je pense que maintenant, je ne sais pas pourquoi, je préfère ce qu'elle a dit, de trouver la beauté et trouver la légèreté pour retrouver ou guérir mais pour se reconstruire. Oui. Et tout à fait. Oui, donc merci beaucoup pour me rappeler de ce livre et faire cette comparaison. Merci beaucoup, Grace, de votre commentaire. Ce livre a été important pour moi aussi. Je l'ai lu jeune aussi. Le livre est également très beau. Le film, est également très beau, 1988, avec Daniel Day-Lewis et l'actrice française Juliette Binoche. Très beau film qui a aussi été important pour moi. Donc, vous avez identifié votre livre de chevet, ce que le thérapeute de Catherine Meurice appelle un lieu sûr. Ça peut être un lieu métaphorique qui peut être un livre auquel aller quand on a besoin de réconfort, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Je voulais juste savoir où se trouve cette ville de Cabourg pour retrouver Marcel Proust et ses mémoires. C'est quelque part en France, mais je ne sais pas pourquoi c'est typique pour Marcel Proust.
Alors, c'est Balbec, c'est la Normandie. Laissez-moi vous montrer. Alors, vous avez raison qu'il y a plusieurs lieux Proust en France. Là, elles en ont choisi un, peut-être parce qu'il est à côté de la mer, ou peut-être parce que c'est là où la Madeleine est célébrée. Attendez, que je retrouve la page. Si quelqu'un l'a, dites-moi. Le voyage en Normandie. Voilà, c'est là. Page 34. Donc, on est ici. Alors, 34. OK, il va falloir que je retourne bien loin. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche cette fois-ci. Magnifique. OK, on y arrive. Donc, c'est la côte normande que les Canadiens connaissent bien, puisque c'est proche des plages, malheureusement, du débarquement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ici, on voit le bord de mer, le salon du Grand Hôtel. Proust a sans doute posé ses fesses sur ce canapé borgne. Il a vu ce lustre. Cela m'indiffère, mon imaginaire est bloqué. Voilà la Madeleine ici qui est servie avec le thé, c'est le moment de la remémoration, normalement. Et ensuite, ici, on voit Proust en personnage. Ici, ça c'est la reproduction de Proust, de Marcel Proust, qu'elle a l'impression de voir passer. Donc, elle se souvient de certaines choses. Et on a vu tout à l'heure avec le chant de l'oiseau aussi. Donc, Proust passait beaucoup de temps à Balbec, ici, voilà, Balbec, cette ville de Normandie. Il était à l'autre lieu connu, c'est Combray, qui est à 2 heures de Paris à l'ouest, vers la ville de Chartres, si vous la connaissez. Et sinon, Balbec, donc c'est à 2-3 heures de Paris, sur la côte normande. Et c'est un lieu où Marcel Proust passait beaucoup de temps quand il était en convalescence. Il y a beaucoup de gens malades que l'on envoie au bord de mer pour prendre le grand air, pour sortir de la ville et prendre le grand air. Et donc, Marcel Proust a passé beaucoup de temps à Balbec. Il décrit Balbec dans ses romans. Il décrit Combray, il décrit aussi Balbec. Balbec a été aussi le lieu où, si vous connaissez cette autrice française, Marguerite Duras, est allée de la même manière que Marcel Proust. Elle était juste à côté. Je ne sais plus exactement quelle ville, ce n'est peut-être pas Balbec, mais c'est juste à côté. C'est peut-être Balbec aussi d'ailleurs. Donc Marguerite Duras, pour se soigner d'une douleur, est également allée, il me semble, à Balbec, ou juste à côté, sur cette côte normande. Et donc c'est un lieu principalement de fuite de Paris pour les Parisiens, de fuite de la ville. Beaucoup de Parisiens vont sur la côte normande, à Étretat, à Balbec, à Honfleur. Honfleur est une ville de peintres, donc une ville d'art. Donc c'est un peu le bol d'air des Parisiens, si vous voulez, la Normandie. Et Proust était à Paris, Marguerite Duras à côté en région parisienne, enfin voilà. Ouais. Et puis à l'époque de Proust, on ne pouvait pas aller très très loin, on voyageait à cheval quand même, ou en première voiture, donc il ne fallait pas que ce soit trop loin. Oui. Et est-ce qu'elle savait qu'elle va le publier ou est-ce qu'elle est dessinée pour soi-même parce que c'est une histoire tellement intime, tellement personnelle que j'étais surprise qu'elle a publié cette histoire. Oui, tout à fait, Sonia. Mais on a beaucoup de littérature ou de bandes dessinées autobiographiques. Elle l'a fait pour elle-même. Est-ce qu'elle a toujours eu l'intention de la publier? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est très fort d'avoir voulu officialiser, si vous voulez, sa reconstruction pour qu'elle passe à un autre personnage. Parce qu'elle dit quand même, j'arrête le dessin. Elle ne veut plus faire de presse satirique, de presse humoristique. Après Charlie Hebdo, elle n'a plus jamais
fait de collaboration avec la presse. Maintenant, elle est elle-même autrice, artiste, et c'est cette première bande dessinée. Elle en avait créé d'autres avant, mais c'est cette première bande dessinée, La Légèreté, qui marque son abandon de son métier de dessinatrice de presse. À partir de La Légèreté, elle n'est que autrice de bande dessinée. Ouais. Donc, c'était peut-être sa manière d'officialiser ça pour elle aussi, c'est-à-dire, et pour tous les médias, voilà, je ne suis plus avec Charlie Hebdo. J'ai fermé ce sont des souvenirs, c'est une mémoire, mais j'ai fermé cette étape de ma vie. Je passe à autre chose. L'art, la beauté, la légèreté. Merci. Merci, Sonia. Elle passe aussi à la vie personnelle. Ça me dit un peu comme Simone de Beauvoir. Elle n'a pas publié ce roman qui parle de sa jeunesse parce qu'elle était avec Sartre et Sartre était très politique et il a dit à Simone de Beauvoir que ce n'était pas assez important. Mais en fait, c'était très politique, la vie personnelle d'une femme. Tout à fait. Alors là, on ouvre tout un autre pan de la relation à l'art selon la vision. Donc évidemment, Jean-Paul Sartre n'avait pas du tout la même vision que Simone de Beauvoir. Et tous les deux étaient des personnages importants, donc il y avait certains peut-être critères à respecter. Et malheureusement, oui, Sartre qui a donné un très mauvais conseil à mon goût de demander à Simone de Beauvoir de ne pas publier la personne qu'elle était quand elle était plus jeune, avant d'être avec lui. Un conseil extrêmement possessif, extrêmement patriarcal, il me semble, de sa part. Merci beaucoup, Corinne, pour cette remarque. Et vous avez tout à fait raison qu'elle passe au personnel, elle passe à elle-même. Ouais. Elle-même en tant qu'autrice, et non plus elle-même avec les copains de Charlie Hebdo, qui sont toujours là avec elle, mais maintenant, elle est seule. Elle est prête à faire son chemin, seule. Merci, un grand merci, Caroline, pour cette présentation et toutes cette vision. Moi-même, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé un peu pour interpréter le rapport entre les illustrations et le texte et ce que ça pouvait signifier. Et c'est super intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Oui, merci. Je vous invite toutes à lire et savourer et regarder les œuvres de Catherine Meurice. On les a à la médiathèque au format papier. Vraiment, c'est un beau moment aussi, un moment sûr à passer avec Catherine Meurice. Et vous avez aussi plein d'extraits dont parlait Caroline, des extraits d'interviews, d'entretiens avec France Culture qui sont disponibles sur Culture Tech. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin sur cette artiste, n'hésitez pas. Et puis, vu qu'en ce moment, elle est aussi à Angoulême, il y a beaucoup d'articles et de choses à consulter sur cette artiste. Donc, encore un grand merci pour le club de lecture. On se retrouve en avril avec l'Orangerie de Larry Tremblay. Donc, si vous voulez vous inscrire, l'événement est en ligne sur le site de l'Alliance. Voilà, pour moi, je vais vous laisser savourer la nature de Vancouver ou de Seattle. Allez voir la mer, allez prendre un arbre dans vos bras. Oui, je vais marcher dans le Pacific Spirit Park après le club de lecture. Oui, voilà. Et je vois le commentaire de Corinne qui a parlé d'Ophélia quand je montrais Catherine dans l'eau immergée. J'avais parlé de la chanson de Nick Cave et Kylie Minogue, mais bien sûr, c'est le mythe d'Ophélia. Vous avez tout à fait raison. Merci à l'Alliance française, merci à Fanny, merci à toutes aux membres étudiants de l'Alliance française qui sont venus écouter cette présentation et participer au club de lecture. Merci pour vos questions et vos retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.